Bonsoir à tous. Ex-ministre des Affaires étrangères, ministre d'État, garde des Sceaux, avocat, député, candidat malheureux à la présidentielle de 2016. L'invité de l'entretien du jour est comorien. Il est l'un des 13 candidats qui se voient dans le fauteuil présidentiel à l'issue de l'élection anticipée du 24 mars prochain. Maître Fahmi Saïd Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. J'étais en train de me dire 13 candidats pour un fauteuil présidentiel dans un pays qui compte à peu près, on va dire, 700 à 800 000 habitants. Ce n'est pas trop? Sans doute, mais c'est peut-être aussi la preuve d'une démocratie naissante, un pays jeune. Et je pense que c'est un peu normal que chacun souhaite jouer un rôle important. On ne peut pas faire un procès à ceux qui veulent jouer ce rôle. La question, c'est qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qu'il y a dans ce fauteuil présidentiel pour que vous ayez autant d'appétit pour ce fauteuil? Très honnêtement, je ne voudrais pas parler des 12 autres candidats que je respecte au demeurant. Je voudrais parler de moi. J'ai décidé d'être candidat parce que être président est d'abord la rencontre d'un homme et son peuple et une vision que l'on défend. J'ai été candidat, comme vous l'avez rappelé, j'ai été floué, j'ai un projet, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai un projet politique et je voudrais soumettre au peuple comorien et qu'ensemble, l'on envisage d'aller de l'avant. Voilà, c'est pourquoi j'y vais devant le peuple comorien pour solliciter cette confiance. Vous avez dit une phrase, pour ceux qui ne connaissent pas le marigot politique des Comores, c'est que vous dites « j'ai été floué ». C'est une petite phrase qui sort dans votre phrasé comme ça, mais en fait, ce que vous voulez dire, c'est, vous voulez dire en 2016, vous savez, j'ai été élu président de la République, mais ils ont inversé les résultats et je n'ai pas pu accéder au pouvoir. Et vous l'avez revendiqué un moment. C'est ça que vous étiez en train de me dire. Oui, mais je voudrais maintenant résolument me tourner vers l'avenir. Oui. Je laisse le passé au passé. Ça fait partie des choses qui m'ont mûri, qui ont fait que j'ai aujourd'hui plus de maturité peut-être qu'il y a 3 ans. Ça a été la compensation d'ailleurs de vous avoir nommé ministre d'État dans le gouvernement, le premier gouvernement d'Azali, en fait. Pour vous cajoler un peu, pour vous dire, bon, écoute, viens dans le gouvernement, vous avez sauté d'ailleurs sur l'occasion. Non, je vais vous faire un aveu, pour être très honnête. Je ne voulais pas rentrer au gouvernement. Le parti a insisté pour que je le sois et que j'y aille avec 2 autres collègues du parti Joie. Très honnêtement, j'ai beaucoup de défauts, mais je n'ai pas pour habitude de mentir. J'étais pas très chaud. Je suis un avocat, j'ai mon cabinet à Moroni que j'exerce. J'ai un métier, contrairement à nombreux politiques qui n'ont pas de métier que de faire de la politique. Maître Fahmi, ça fait 11 ans maintenant que vous êtes dans la politique, à peu près, c'est ça? À peu près, oui, 11 ans. Ça fait 11 ans. Et vous avez déjà été 2 fois ministre des Relations extérieures une fois, et vous avez été ministre d'État, garde des Sceaux. Et à chaque fois, vous êtes le ministre qui fait 1 an dans un gouvernement et après on vous vire. Qu'est-ce qui se passe? C'est un homme instable, sans doute, non? Écoutez, j'étais ministre en 2010 dans une période de transition. Oui. Où nous avons conduit des élections. Donc le président Sombi était sortant. Oui. J'étais son ministre dans ce gouvernement. Après Kidilou, une fois au pouvoir, il a composé tout naturellement son gouvernement. Que je ne fasse pas partie de ce gouvernement, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, là, j'étais heureux, moi, d'être... j'étais viré, hein, donc il faut appeler un chat un chat. Bon, j'ai été viré, hein, c'est comme ça les règles de la politique. Je suis heureux de n'avoir pas trahi, moi, Fahmi Saïd Ibrahim. Quelqu'un dit que vous avez été viré dans la perspective de cette élection présidentielle anticipée. Vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas?
Non, pas du tout. Je ne savais pas pourquoi nous avons été virés. Le président Azali nous a reçus, moi et mon collègue Dossard, et nous a donné un motif. On est ressorti de là. C'est de la règle politique. Un chef d'État, c'est lui qui conduit la politique, c'est lui qui forme le gouvernement. Vous savez, je suis un légaliste, donc je respecte les règles du jeu institutionnelles. Et pour ce faire, je ne pouvais pas critiquer le choix opté par le président Azali de nous virer. C'est son droit le plus absolu. Vous n'avez pas parlé aussi dans les chambres noires pour dire, tu sais quoi, famille, tu vas sortir du gouvernement, ça va faire que nous avons une inimitié entre toi et moi. Tu vas me servir ensuite de cheval de Troie dans le parti Joie pour l'affaiblir, pour que je me maintienne au pouvoir. Et je te promets, après, dès que je reviens au pouvoir, tu reviens au gouvernement. Je vois que peut-être vous fréquentez quelques membres du parti Joie, mais rassurez-vous, j'ai beaucoup de défauts, même si certains me prêtent cette position ou ce positionnement. Rassurez-vous, c'est faux. Je n'ai jamais eu de rencontre directe avec le président Azali. C'est le président de la République que je respecte, mais je n'ai jamais eu de contact avec le président Azali. Il ne m'a jamais reçu. Je n'ai aucune relation avec. Maître, j'avais eu envie d'évacuer cette question, cette suspension. Je voudrais juste rappeler une chose. Ma nature fait que si j'avais à un moment été en contact politique avec Azali, je ne suis pas du genre à fuir, à me cacher. Je suis un homme qui dit les choses. Ça vous a d'ailleurs coûté très cher. Exactement, mais comme disait Talleyrand très souvent, il va sans dire, mais ça va encore mieux tout en le disant. Et moi, je suis un adepte de la vérité. C'est vrai que ça peut coûter cher. En politique et très probablement un peu plus dans nos contrées, avoir ce discours de vérité n'est pas forcément porteur de soutien immédiat. Mais il faut travailler pour entrer dans l'histoire. Et moi, mes positionnements ont toujours été rigoureux, mesurés et surtout constants. Vous m'attestez ce soir que vous n'avez pas un deal avec le président Azali. Devant Dieu et le peuple comorien, le dis, je n'ai jamais été en contact avec le président Azali depuis qu'il m'a viré. Et que demain, lorsqu'il reviendra au pouvoir, par exemple, on ne vous retrouvera pas dans son gouvernement. Alors, je vous dis le plus solennellement que possible. Je l'ai eu l'occasion de le dire dans un meeting il n'y a pas longtemps à Marseille. Je l'ai, après l'arrêt définitif de la Cour suprême, j'ai demandé à l'opposition de se retrouver et discuter pour prendre une position commune. Certains m'ont accusé d'avoir voulu tirer la couverture vers moi et demander à ce que l'on me soutienne. C'est ce que vous voulez faire, non? Non, du tout. Je pensais que face au pouvoir en place, face au candidat du pouvoir, que si l'opposition allait prendre une position commune, ça aurait été beaucoup plus judicieux. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Et je voudrais préciser que à l'occasion de cette rencontre des partis d'opposition, nous avons tous pris l'engagement écrit que le candidat qui sera le mieux placé au second tour sera soutenu par ses collègues de l'opposition. Mais pourquoi prenez-vous cet engagement alors que vous savez qu'il n'y aura pas un second tour? Quand je fais une analyse politique, je ne vois pas comment il n'y aurait pas un second tour. C'est le président Azali qui le dit lui-même. Ça n'engage que lui, avec tout le respect qu'on peut le devoir, mais ça ne regarde que lui. Moi, je pense qu'avec 13 candidats, il est mathématiquement et politiquement impossible qu'un candidat puisse passer au premier tour. J'avais eu envie donc qu'on évacue ces suspicions qui traînent sur vous. On dit généralement, vous êtes une personnalité clivante en fait dans votre pays. Je laisse la responsabilité de ceux qui portent ces accusations gratuites, mais bon, je n'y peux rien. Je pense que ce qui est important, c'est de regarder droit vers l'avenir et surtout être conforme avec ses convictions. J'aime mes amis qui ne me jugent pas dans mon passé, mais me jugent sur l'avenir. Je ne trouve pas ça un peu étonnant. Ce qui m'importe, moi, c'est le peuple comorien. Je me suis décidé à être candidat, non pas pour venir m'opposer avec certains qui m'accusent à tort. Je ne veux pas vraiment être ce président de la division. Je veux être le président de l'unité. Et j'avais fait un appel à l'unité du peuple comorien à travers ma candidature. Ça me donne l'occasion d'évoquer cette parenthèse que je voulais ouvrir à un moment ou à un autre de notre discussion. En 2016, vous aviez été désigné donc par le président désigné, on va dire ça comme ça, par le président Sambi.
Et donc, évidemment, les gens du Parti Joie, les électeurs, vous ont suivi d'une façon ou d'une autre. Et cette année, vous êtes donc un candidat indépendant. On est bien d'accord? Oui, alors tous les candidats apparentés à Joie sont des candidats indépendants. Ah non. Ah mais si, puisque le candidat qui a été officiellement investi par les primaires, oui. Même si j'avais contesté par un moment, mais c'est du passé, M. Soulet, je ne veux pas y revenir, oui. C'était lui qui avait été désigné par les grands électeurs. Oui. Les 3 candidats actuels sont des candidats indépendants. Il se trouve que le parti, ou du moins le bureau politique du parti, s'est réuni pour apporter son soutien à un candidat. Bon, très bien. Mais il est candidat indépendant. Vous le considérez aussi comme un candidat. En fait, mon problème était de me dire pourquoi a-t-il laissé entendre, laisser dire dans la presse, laisser dire qu'il était le candidat de Joie. Pourquoi ne s'est-il pas lui-même opposé et rectifié tous ceux qui essayent de dire non, c'est le candidat de Joie? Écoutez, je ne veux pas parler d'un collègue que j'apprécie au demeurant, puisqu'il est confrère que moi, que je respecte beaucoup. Je ne veux pas commenter ses propos. Je suis en train, moi, de vous livrer, pas ma vérité, mais la vérité tout court. Vous verrez d'ailleurs dans le bulletin de vote, il n'y a pas de logo de Joie dans les 3 candidats apparentés à Joie. Mais attention, je dis aussi, effectivement, le bureau politique, qui est réduit à 4 membres aujourd'hui, a décidé d'apporter, enfin 6, mais 2 n'ont pas été consultés. Les 4 ont décidé d'apporter le soutien à ce collègue et confrère. Maintenant, je ne veux pas discuter sur les motifs profonds qui les ont amenés à faire ce choix. Je respecte entièrement. Je suis un candidat qui va à la rencontre du peuple comorien. Qui va draguer l'électorat de Joie. En fait. Je ne drague rien du tout. C'est vrai, vous n'allez pas pêcher dans... Vous dites les voix n'appartiennent à personne. Exactement. Et je demande aux électeurs de Joie de se tourner vers moi. Vous les draguez quand même. Mais au-delà du parti Joie, je ne veux pas être moi le président d'un parti. Auquel cas j'aurais été dans le Congrès en juin pour être le président pour être candidat dans le Congrès, être président du parti Joie. Je veux être le président de tous les Comoriens, de ceux qui vont m'élire et de ceux qui ne vont pas m'élire. Je veux être un président qui sera élu par l'ensemble du peuple, le parti Joie, bien entendu, les militants du parti Joie, les sympathisants. Vous savez qu'il y a plus de sympathisants que de membres de parti Joie, et les sambistes aussi, que je m'adresse devant eux en leur disant... une division entre les gens du Joie et les sambistes. Ça, c'est étonnant de votre part. Je ne divise rien, c'est un constat. Je sais que l'électorat qui porte les candidats du parti Joie sont beaucoup plus importants que les adhérents du parti Joie. Et là, c'est mathématique, je n'invente rien, c'est un fait. Mais au-delà, vous savez, être président est une affaire d'un homme et son peuple et la nation. Je ne veux pas verser dans la division. Aujourd'hui, j'offre une alternative sérieuse. J'appelle à ce que toutes les bonnes volontés se joignent à moi pour que nous offrions aux Comores une alternative sérieuse. Monsieur Famille, qu'est-ce qui vous est arrivé entre 2016, un peu derrière d'ailleurs, quelques années encore plus tôt, et maintenant on découvre un homme, on va dire qu'on vous a plongé dans une eau froide désormais, un homme qui s'est subitement assagi, un homme qui a une nouvelle stature et qui veut se placer absolument au-dessus de tout débat. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, je veux rentrer dans le débat. Je pense que le contradictoire est fondamental. Je veux qu'il y ait un débat d'idées. Je voudrais que demain, avec tous les candidats, qu'il y ait ce débat, qui chacun puisse éclairer le peuple comorien. Moi, j'ai ma propre vision des Comores. Mais il est vrai que quand j'ai subi 2 injustices extraordinaires en un an, j'ai été exclu frauduleusement du trio, alors que tout laisser penser, tous les observateurs étaient unanimes que j'étais le président. J'étais exclu frauduleusement. Un an après, j'étais viré par le président Azali, alors que nous avons tout fait pour le porter au pouvoir. Ces 2 éléments qui ne sont pas, pour un homme, si faciles, m'ont conduit à réfléchir. Et j'ai quitté mon pays pendant 9 mois. Je suis resté à l'étranger. De la gestation. De la gestation. Je me suis assagi, j'avoue. Et paradoxalement, pendant ces 9 mois, j'ai constaté que les cheveux blancs avaient pris de prise sur mes cheveux noirs et subitement je vieillis, je l'avoue. C'est vrai que je me suis métamorphosé. Je pense que, bon, il y a un âge en tout. J'ai plus de maturité, je le
convient. Et surtout, j'ai compris une chose, après avoir pris note, après avoir réfléchi, après avoir écrit, j'ai compris que nul n'était détenteur du monopole de la vérité. Je pense que tout est relatif et qu'on doit apprendre à se mettre ensemble et à réfléchir pour le pays. Le pays a besoin de tous ses enfants. Je ne veux pas être le président qui va régler des comptes, voyez-vous. Oui. Je ne veux pas être le président qui va être vindicatif. Je ne veux pas être le président qui va diviser le pays. Je ne veux pas être le président qui va utiliser l'institution judiciaire pour régler ses comptes. Je ne veux pas être le président d'un parti. Je ne veux pas être le président d'un clan. Je ne veux pas être le président d'une famille. Je ne veux surtout pas être le président de ma région. Je veux être le président de tous les Comoriens et que enfin l'on apaise les Comores. Il n'y aura pas de développement sérieux dans notre pays sans ce sentiment d'appartenir à un pays uni, un pays où chacun se sent en sécurité. C'est fondamental. Vous voulez être le président qui s'abritera donc derrière son immunité pour ne jamais être atteint par la question des passeports, rien du tout. Vous savez, moi j'étais ministre et j'ai jamais été à l'encontre de la loi. J'étais ministre de la Justice, j'ai laissé libre cours à la justice et a fortiori si je suis président. Je pense qu'en tant que président, je dois au contraire offrir plus de garanties à la séparation des pouvoirs. Et il y aura une justice plus sereine, plus juste. Quel était le deal au moment où vous alliez en 2016 à l'élection présidentielle avec le président Sambi? Écoutez, pour comprendre, le président Sambi était le candidat principal du parti Djoua. Oui. Ils ont pensé qu'il y avait des raisons pouvant laisser entendre que sa candidature serait invalidée. Oui. Le parti a décidé avec le président Sambi de faire un plan B. Oui, vous étiez donc le plan B. Alors, les militants du parti Djoua, le bureau du parti Djoua, a laissé au président Sambi de choisir le plan B. Donc, il y a eu une délégation de légitimité. Le président Sambi n'a pas désigné Fahmi Said Ibrahim de manière autoritaire, mais c'était suite à une délégation du parti qu'il a préparé le plan B. Il m'a proposé si j'accepterais. J'ai dit oui, naturellement, j'accepterais. Si je n'étais pas candidat préparé depuis des années à être candidat en 2016. Monsieur Fahmi, vous n'avez aucune casserole, j'espère. Non, j'ai toujours été clair, limpide. J'ai été ministre en toute humilité. On m'a plusieurs fois donné des voitures de fonction que j'ai remis à la justice. J'ai toujours conduit moi-même ma propre voiture. Maintenant, on ne peut pas empêcher les gens d'insulter comme ils veulent. On va se tourner vers l'avenir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, c'est une élection anticipée. Je me suis dit, si vous acceptez d'aller à cette élection présidentielle, c'est que, en fait, vous avez validé tout le processus de M. Azali de changer de constitution, d'instaurer une nouvelle règle d'élection dans le pays. En fait, c'est ça, vous apportez votre caution. Alors, vous savez, il y a une dimension légale, il y a une dimension politique. Oui. En juin dernier, j'ai donné une interview à Paris dans laquelle j'ai expliqué une chose très simple, notamment dans mes prises de position. J'ai expliqué que le transfert de compétences de la Cour à la Cour était illégal. Oui. Il est vrai qu'il y a eu ce référendum, il est vrai qu'il se pose légalement un problème de droit. Le problème de droit qui a été posé avant le référendum n'est pas le même que celui qui se pose actuellement. Oui. Il y a une question de légitimité politique, comme vous le dites. Mais il se trouve qu'en 2002, il y a eu un précédent fâcheux, puisque les candidats qui étaient à l'époque s'étaient retirés des élections pour contester le processus, et le président Azali a été élu président. Ça n'a pas pu empêcher. Je me suis dit que si tous les candidats venaient à refuser de participer, sous le motif qu'en participant, nous allons légaliser le processus que nous avons, nous tous, condamné. Si on le faisait, aurons-nous les moyens d'empêcher que les élections aient lieu? Je ne pense pas. Les élections auront lieu. Et vous serez candidat. Oui, mais attention. Et vous pourrez renverser la table. Oui, alors j'ai pris un engagement solennel. C'est de remettre les accords de Fonboni si je suis élu. Mais attention, contrairement à mes détracteurs qui disent que... Un serpent de mer, encore. Non, non, vous savez, les accords de Fonboni ont réconcilié le pays. Oui. Je me propose, moi, une fois élu président, d'engager un processus dans les 12 mois pour remettre la Constitution de 2001, le faire revenir, ainsi que les accords de Fonboni. Pourquoi ?
C'est difficile pour un candidat de dire que je vais renoncer à un pouvoir de 5 ans ou même de 10 ans pour... C'est vrai que c'est difficile, puisque les gens, quand ils vont, c'est pour garder le pouvoir, pas pour aller... Mais quand je dis que je suis prêt à renoncer, c'est pour l'intérêt de mon pays. Pourquoi ? Je suis convaincu que si 2021, les primaires ne sont pas organisées à Anjouan pour que le futur président soit Anjouanais ou Mouedi en 2026, je suis convaincu que la concorde nationale sera rompu. Je veux justement être le président qui va rétablir cette concorde nationale. Je veux que les Anjouanais demain acceptent l'idée qu'ils font, et ils sont comoriens, mais qu'il n'y ait pas de doute sur leur appartenance à la nation comorienne. Et certains sont en train de douter. Ils disent qu'à chaque fois qu'un président grand comorien est au pouvoir, il est en train de changer les règles du jeu. Et c'est vrai, il se pose ce problème. Ce n'est pas tous les grands comoriens, mais on ne peut pas empêcher que la population d'Anjouan ou de Moélie pense qu'effectivement, la règle du jeu est tout le temps modifiée quand c'est la Grande Comore qui accède au pouvoir. Pour ce faire, le cas. Malheureusement. Alors, moi, je suis contre la tournante, je vais vous faire un aveu. Mais je dis tout simplement qu'il faut attendre que la tournante tourne. Un second cycle est lancé en 2016. Il lui fallu attendre au moins les 15 ans, donc en 2031, pour que Moélie accède aussi à la tournante et après remettre à plat les institutions. Après 2 tours, je pense que l'on aurait pu faire le bilan. Parce que si on ne le fait pas, nous risquons de fragiliser la nation comorienne. Ce sentiment d'appartenir à une nation est fondamental. Et nous devrions nous éclipser, nous, en tant qu'hommes, pour l'intérêt de la nation. Et je pense que là, l'intérêt de la nation, son unité, sa survie, dicte que le futur président, si je suis élu naturellement, que je fasse ce que je viens de dire. Je vois la déclinaison de vos ambitions à la tête de ce pays. Et j'ai remarqué quelque chose chez vous, c'est cette obsession à hisser, on va dire ça comme ça entre parenthèses, le drapeau comorien sur la scène internationale. Vous êtes obsédé par l'idée de refaire l'image, comme si l'image des Comores était abîmée. Sans aucun doute. Je pense qu'il y a eu beaucoup de faits depuis quelques années qui ont terni l'image des Comores, alors que les Comores nous récèlent de potentialités extraordinaires. Savez-vous que c'est un pays de 2000 ans? Nous avons une histoire, un passé. Quand vous allez dans les Médinas, dans les 3 îles, les 4 îles, même Mayotte, vous sentez un passé. Il y a une culture riche en folklore, en danse, en musique, qui existe. C'est une vieille nation, les Comores. Je pense que l'avenir des Comores doit aussi s'appuyer sur son passé, ce passé des Comores millénaire. Je pense que les Comores doivent redorer son blason et rejouer, réintégrer la scène diplomatique du monde. Pour ce faire, moi je dis qu'il va falloir que les Comores s'intègrent pleinement dans la région. Nous sommes dans la COI, ce qui est une très bonne chose, mais nous devrons également nous axer notre vision vers l'Est African Community, parce que nous avons beaucoup de points communs avec nos cousins tanzaniens, ougandais, kenyans, burundais, rwandais. Nous devrions aussi s'intégrer dans cette partie du monde. Parce que notre diplomatie doit aussi s'orienter vers la région, mais dans le reste du monde. Je voudrais être le président qui va favoriser cette intégration pleine dans la région, aussi bien de la COI que dans l'Est African Community, mais surtout celui qui portera une diplomatie non belliqueuse dans le reste du monde. Je rétablirai... Quand vous dites diplomatie non belliqueuse, vous pensez à qui encore? À personne, aux ruptures de relations diplomatiques injustifiées. Je pense que nous devrions avoir... Vous pensez à l'Iran, vous pensez à d'autres pays? À tous les pays du monde. Je dis que l'Arabie Saoudite est un partenaire, un pays ami de très longue date. Le Qatar aussi est un pays ami et frère de très longue date. Il n'y a aucune raison que les Comores... Il va être très content de vous, Azali. Je n'en doute pas, mais je dis tout simplement que les Comores, nous devrions faire preuve de plus d'humilité dans le reste du monde. Nous sommes un pays économiquement faible, un pays jeune, un petit pays, mais une grande nation. Et à travers cela, nous devrions donner cette image d'un pays capable de jouer le rôle qui est le sien et s'intégrer dans la diplomatie mondiale. Je pense en toute humilité que les Comores ont cette vocation aussi. On va conclure notre entretien. De vous à moi, au moment où nous nous parlons, là maintenant, vous savez très bien que dans ce fauteuil présidentiel, la seule personne qui s'y voit à nouveau s'appelle Azali Assoumani. Comment vous ferez pour contrarier ces plans? Oh, je pense qu'il n'y a pas que lui qui s'y voit.
lui se voit gagnant dès le premier tour, ce qui est différent. Je pense que les 13 candidats, chacun se voit président, ce qui est tout à fait naturel. Maintenant, je pense que l'alternance est une question fondamentale et le peuple comorien en a besoin. Pour ce faire, il faut que nous, candidats à ces élections, l'on accepte de se mettre sur une table, autour d'une table, oui. Et surtout accepter qu'aucun de nous n'a cette vérité absolue, oui. Que l'on doit ensemble, en toute humilité, se mettre pour que nous puissions d'abord faire barrage au pouvoir actuel et donner une alternative autre pour la vision des Comores de demain. Je pense que c'est une question de survie pour le pays et surtout pour l'opposition comorienne, pour que l'on soit aussi crédible, aussi bien aux yeux du peuple comorien qu'aux yeux de nos partenaires étrangers. J'appelle sincèrement à une unité pour que notre pays puisse redonner une autre image dans le reste du monde. C'est une nécessité absolue. Nous ne méritons pas certaines choses. Si le président Azali se succédait à lui-même, vous ferez quoi de votre avenir politique, vous ? Écoutez, je serai certainement dans l'opposition, mais je ne vois pas politiquement comment Azali peut se succéder. Bon, je ne suis pas Nostradamus, je prends des éléments politiques. J'ai vu le taux de participation dans le dernier scrutin du référendum. J'ai vu le problème qui existe aujourd'hui aux Comores. Je ne vois pas comment Azali peut gagner ces élections. Famille Saïd Ibrahim, merci infiniment. Ex-ministre des Affaires étrangères, ministre d'État, garde des Sceaux, avocat aussi. Vous avez été 2 fois député, c'est ça, dans votre pays. Vous êtes l'un des 13 candidats qui briguent le fauteuil présidentiel, donc à l'issue de l'élection présidentielle anticipée du 24 mars prochain. Merci infiniment d'être venu nous voir à Paris pour nous parler de vos ambitions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.